Bonjour à tous et bon réveil. Merci de démarrer votre journée de lundi 2 novembre 2020 avec nous sur Canal 3 Bénin et Actu Matin. Un nouveau mois, de nouveaux défis et de l'espérance pour tous. Courage, force et détermination. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là dans un instant. Les unes des journaux et au sommaire, dans 6 mois, nous voterons pour élire le prochain président de la République. Dans les profondeurs de la politique, on s'active, chaque camp déroule son calendrier et plus actifs sur le terrain sont les partis soutenant les actions du chef de l'État. Certains ont d'ailleurs déjà désigné Patrice Talon candidat de leur parti. Mouel Bénin, le bloc républicain ont fait leur choix. Du côté de la mouvance, on rappelle que les choses se précisent, mais à l'opposition, on marque encore les pas. Qui sont le ou les candidats sur la ligne de départ? On reste interrogatif ce matin et au journal Fraternité de déceler un mystère autour des prétendants au poste. On partagera l'analyse du journal avec vous dans un instant. À suivre nos débats sur le sujet au forum de discussion. Et plus loin, parole à un homme politique, enseignant, chercheur et doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Roch-Niaoui David, membre du parti Union progressiste, a parrainé vendredi dernier la conférence publique du cercle des leaders politiques de l'UAC. Les universitaires ont jeté un regard analytique sur le quinquennat d'action de Patrice Talon. Nous aurons avec notre premier invité le contenu de l'évaluation faite. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle s'est tenue samedi. Le pays est dans l'attente des résultats du scrutin. Images à voir dans le mini-journal de Ingrid Day et décryptage du climat électoral avec Didénou Steve Coton. Notre deuxième invité est juriste et internationaliste. Il fera son analyse du processus électoral en cours dans ce pays divisé sur la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en quête d'un troisième mandat. Actu Matin, toute l'info, c'est ici et maintenant. Installez-vous confortablement. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Et voilà, les unes des journaux, c'est avec vous, Wahab Ali Para. Merci d'être là. Merci Christian et bonjour à tous. Les premières informations ce matin nous viennent de Fraternité, le quotidien qui titre ce matin « Candidature à la présidentielle de 2021, opposition mystère autour des prétendants ». Information donc à retrouver à la page 3 du quotidien Fraternité. 21e édition de la soirée de l'excellence à l'école leader. HECM offre de gros lots à ses étudiants, les meilleurs bien entendu. Ake Natonde poursuit son combat pour le e-learning. 62e anniversaire de l'armée guinéenne. Selou Dalen Diallo invite l'armée à ne pas céder à la manipulation. Promotion du cinéma africain Antes, une nouvelle série sur les chaînes Canal+ dès ce jour. 37e anniversaire de la création de l'ONOB, l'hommage de Narcisse J. Soglo aux pionniers. Décision numéro 20-040 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 22 octobre 2020 portant mise en demeure du journal Matin Libre. Une information à retrouver donc à la page 2 du quotidien Fraternité. À la une de La Nation, bien qu'on n'ait pas pour autant sa version numérique, finances publiques, ces réformes qui facilitent la vie aux retraités. Puis quinquennat du président Patrice Talon, des universitaires retiennent un bilan satisfaisant. Matin Libre à présent. CNHU Hubert Maga de Cotonou, le chemin de croix des dialysés reprend.
L'autre vision présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, un scrutin vécu sous haute tension. Alassane Ouattara confirme la tenue effective de l'élection. L'opposition dément et exige la formation d'un gouvernement de transition. Visite inopinée d'une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel dans les rédactions. Le CNPA Bénin dénonce une démarche exclusive. Le meilleur, quotidien Le Meilleur, rénovation de 7 modules de salle de classe à l'EPP Gbedjro, Médé, des actions du CA du 8e arrondissement, Alain Gbagidi, qui rassure les populations. La promptitude de l'entreprise ITB du groupe Chagouri a sauvé les enfants de cette école, grâce bien sûr au dynamisme et au management du CA du 8e arrondissement de Cotonou. Et puis, construction d'infrastructures routières au Bénin, Heromé constate l'évolution du bitumage de la route Lokossa-Dévé à Plaroué, frontière du Togo. Le Soleil Bénin Info, réhabilitation et modernisation de la route Lokossa-Dévé à Plaroué, ça se précise. Heromé satisfait des moyens, l'organisation et la célérité du travail sur le chantier. Info Plus à présent, lancement de La face cachée de Patrice Talon, un ouvrage écrit par Malgroire Dato, journaliste du quotidien L'Actualité. Malgroire Dato annonce les couleurs, nous apprend Info Plus. Présidentielle en Côte d'Ivoire, le chaos, qu'importe le chaos. Le potentiel, travaux de construction des stades communaux dans le Koufo, mais qui prescrit le goût du beau aux entrepreneurs. Et puis bitumage de la route Lokossa-Dévé à Plaroué, frontière du Togo. Hervé Heromé découvre la qualité des ouvrages. Émergence Info, coopération bilatérale entre le Bénin et la France. L'ambassadeur français Mac Vizi et le ministre Alain Orunla font le point des projets en cours. Et puis, tournée du ministre des Transports sur la route Lokossa-Dévé à Plaroué, frontière de Lokossa. Hervé Heromé apprécie l'évolution des travaux. Le challenge, marche des femmes dans tout le Bénin. Un flop retentissant qui achève l'agonie de l'opposition. Visite de l'axe Lokossa-Dévé à Plaroué, frontière de Togo. Heromé, le chef chantier et les députés pour un constat satisfaisant. Les 4 vérités à marge de son lancement officiel courant novembre 2020, le livre La face cachée de Patrice Talon présenté à Alain Orunla. Et puis rencontre avec les chefs des partis politiques, Abdoulaye Biotchane et Paul Humpé échange avec le Conseil national des jeunes élus du Bénin. Quotidien L'Actualité, auteur de La face cachée de Patrice Talon, Malgroire Dato reçoit les félicitations du ministre Alain Orunla. Et puis diffusion d'un extrait d'une vidéo du chef de l'État Patrice Talon. El Hadj Yakubu Malehossou clarifie et rappelle le contexte des propos du président de la République. Le matinal, la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021, Biotchane, un profil de vice-président. Il n'est pas le seul et le dernier mot revient au futur candidat Patrice Talon, selon le matinal. 21e édition de la soirée de l'excellence. HECM récompense 16 meilleurs étudiants de 2019. L'informateur, 3700 pensionnés payés par Mobile Money dès ce jour. Talon évite les tracasseries aux personnes âgées. Notre époque, Bénin, polémique sur les propos du président de la République et pourtant c'est la pagaille.
Les pharaons pour finir. Agriculture, le Bénin est distingué par l'OAPI pour la qualité de son ananas pain de sucre. Et puis, à 5 mois de la présidentielle, 2 faits inattendus font remonter la cote de popularité du président Patrice Talon. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui trouve un mystère autour des prétendants au fauteuil présidentiel, en tout cas dans le rang de l'opposition. Voilà, nous sommes à pratiquement 6 mois de la présidentielle et dans le camp de l'opposition, eh bien, les partis politiques qui l'animent n'ont encore pas décidé de qui sera le ou les candidats à cette élection présidentielle. Le quotidien Fraternité nous propose en page 3 une profonde analyse signée de Angelo Dossoumo qui déclare qu'il est difficile de pouvoir compter sur une participation qualitative de l'opposition à la présidentielle de 2021 et précise que jusqu'ici, au nombre des personnalités a clairement manifesté leur intérêt à briguer la magistrature suprême et à mener une véritable bataille pour l'alternance à la Marina en mai prochain. Il n'y a que le professeur Joël Aïvo. Et là encore, il n'est membre d'aucun parti. Les partis dits de l'opposition, qu'elle soit constructive ou pas, le professeur Joël Aïvo n'a pas l'assentiment des forces de la Force Corée pour un Bénin émergent, encore moins de la FCDB, ou de restaurer l'espoir, sans oublier l'autre parti en création, les démocrates. Cela supposerait qu'ils travaillent en solo et sans le soutien d'un creuset politique formel. En tout cas, on reviendra sur le sujet tout à l'heure en premier sujet dans le forum de discussion avec Wahab Alikmara qui nous présentait il y a un instant la une et Herman Parfait à Niambossou qui nous rejoindra en plateau. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Narcisse Alossem qui lit pour nous la presse nationale et Fraternité qui rapporte également et publie en page 2 la décision de la HAC du 22 octobre 2020 portant suspension du journal Matin Lire. Merci et de nous rester fidèles sur Canal 3, Bénin et Actu Matin. Les images à voir dans un instant et ce sera le mini-journal. Présentation, c'est vous, Ingrid Day. Bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, un an après la création de la Cour des comptes au Bénin, on s'interroge sur le non-fonctionnement dans lequel est plongée l'institution. C'est ce qui justifie ce plaidoyer rendu public par les organisations de la société civile à la faveur d'une sortie médiatique effectuée à Cotonou. Et puis le cercle des leaders politiques passe au peigne fin. La gouvernance Talon à l'occasion d'une conférence publique organisée en début de ce week-end sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ils ont fait le bilan des réformes entreprises par le chef de l'État dans différents domaines. Merci à vous Ingrid, merci d'être là, merci de rester en place. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On ouvre le mini-journal de ce matin par ce plaidoyer. Qu'est-ce qui bloque le fonctionnement de la Cour des comptes au Bénin? Un an après sa création, en tout cas la société civile béninoise s'interroge. Du coup, les organisations qui forment cette plateforme brandissent un plaidoyer, comme je le disais, son intitulé « La Cour des comptes qu'il nous faut ». Un plaidoyer rendu public en milieu de semaine dernière à la faveur d'une sortie médiatique effectuée dans la ville de Cotonou. On fait le point avec Narcisse Alossé. Un an déjà que la Cour des comptes a été instituée au Bénin avec un espoir populaire de voir les finances publiques suffisamment assainies. Mais depuis sa création, l'institution ne semble pas bénéficier du même intérêt, encore moins de la même célérité dont ont bénéficié d'autres tests législatifs, d'où l'inquiétude des organisations de la société civile. Tout porte à croire que les intérêts des politiques ayant été satisfaits par la révision de la Constitution
et les autres lois à caractère politique qui ont suivi le dialogue politique de 2019, ceux relatifs au contrôle de la gestion des ressources librement consentis par le contribuable béninois sont relégués au second plan des réformes. Cette sortie médiatique est mue par la volonté des organisations de la société civile béninoise de voir les finances publiques bien gérées. Nos organisations rappellent que l'installation et le fonctionnement de la Cour des comptes restent un gage de crédibilité de la gouvernance de l'État qui doit se soumettre à la reddition de comptes et à un audit indépendant conforme aux normes afin de mieux informer le citoyen sur l'utilisation des deniers publics. Derrière leurs inquiétudes, ces hommes et femmes ont pondu un plaidoyer autour de 8 points qui vont de la nomination du président de la Cour des comptes par le chef de l'État à la prise des décrets portant reversement des membres de l'actuelle Chambre des comptes dans la nouvelle fonction à la Cour des comptes, en passant par la mise en place des outils de gouvernance interne à la Cour des comptes. Nos organisations exhortent le chef de l'État à poursuivre la manifestation de sa volonté politique contre la malgouvernance en rendant fonctionnelle au Bénin une Cour des comptes conforme aux normes internationales avant la fin de son mandat. La Cour des comptes a été créée à la faveur de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et répond aux exigences communautaires datant de 1994 dans l'espace UEMOA. Elle reste une institution supérieure de contrôle des finances publiques appelée à renforcer la lutte contre la corruption au Bénin. Et voilà, et nous allons maintenant prendre la direction de la cour d'appel d'Abomey où 30 auditeurs de justice ont prêté serment. C'était en début de week-end, Ingrid Day. Oui, Christian, devant amis, parents et personnalités du corps judiciaire, ces nouveaux magistrats ont promis exercer le métier dans les règles de l'art. La cérémonie solennelle qui a consacré l'entrée en fonction de ces jeunes magistrats a été présidée par le président de la cour d'appel d'Abomey. Les précisions avec Imet Elena Monso. Sur honneur. Ils ont juré servir la justice et les justiciables. Leurs actes, ont-ils promis, seront guidés par les règles de la corporation et la déontologie du métier. Par cette cérémonie de prestation de serment tenue à Abomey, ces 30 magistrats entrent officiellement en fonction. Leur effectif vient renforcer le personnel judiciaire et contribuera à rendre davantage accessible la justice aux citoyens. Prenant la mesure de cette exigence, les gouvernements successifs ont depuis 1998 procédé au recrutement pour la première fois. L'effectif a été porté à 77 au concours des auditeurs de justice organisé en 2017. Ce sont ces auditeurs de justice aujourd'hui au nombre de 76 qui prêtent serment à l'instant et de façon simultanée dans les 3 cours d'appel du Bénin, dont 30 pour la seule cour d'appel d'Abomey. Fondamentale, la cérémonie du jour oblige les nouveaux fonctionnaires à exercer le métier avec dignité, humilité, probité, intégrité et impartialité. Durant leur carrière, ont conseillé plusieurs autorités du corps judiciaire. Ces magistrats devront éviter les tentations, compromissions, les vices de la société et observer le devoir de réserve. Des conseils qui aideront chacun de ces hommes et femmes à accomplir convenablement sa mission. La vie des gens n'est pas un dossier. La vie des personnes est une réalité. À l'audience, ne jugez donc pas de simples dossiers. N'oubliez pas que derrière chacune de ces personnes que vous jugerez, il y a un homme ou une femme, une famille tout entière, mais aussi tout le fruit du travail abattu par ces personnes. L'impartialité, c'est l'âme du juge. Mesdames et messieurs les récipiendaires, si restant dans les limites de ses pouvoirs et de ses compétences, mais ne cédant à rien et sur rien de celui qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, le juge a la faculté d'écouter et de comprendre, le courage de décider sans aucune pression directe ou indirecte,
alors ce même juge pourra retrouver et conserver toute la confiance de ses concitoyens et celle qui se doit à lui-même. C'est votre mission désormais. Nous vous exhortons à la remplir, quoi qu'il vous coûte. Admis à un concours national, ces auditeurs de justice ont suivi une formation rigoureuse et conséquente à l'École nationale de magistrature. Après le décret du 30 septembre 2020 qui les intègre dans le Code des magistrats du Bénin et cette cérémonie de prestation de serment, les nouveaux venus iront exercer dans les divers tribunaux dans lesquels ils seront affectés. Ceux-ci sont du ressort de la Cour d'appel d'Abomey. On parle à présent d'une conférence publique sur la gouvernance Talon organisée par le Cercle des leaders politiques. L'événement a eu le vendredi dernier sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Il était question de faire le bilan des différents chantiers lancés par le chef de l'État depuis son arrivée à la tête du Bénin. Reportage. Alors que le quinquennat s'achève, il est l'heure d'évaluer l'ensemble des mesures prises par le régime de la rupture depuis 2016. Sur le campus d'Abomey-Calavi et à pratiquement 6 mois de la fin de mandat, le cercle des leaders politiques de l'UAC passe en revue les actions du chef de l'État Patrice Talon et cela se justifie. Il y a près de 5 ans, le cercle des leaders politiques de l'UAC avait reçu dans ce même amphi Idriss Déby Itno, le candidat qui aujourd'hui est le président de tous les Béninois. À travers la présente conférence, le cercle des leaders politiques entend honorer son devoir d'information à l'égard de tous ceux qui, il y a 5 ans, avaient été touchés par des actions qui nous ont conduits à la rupture en passant par le nouveau départ. C'est une sorte d'évaluation du quinquennat de réforme pour en apprécier les résultats. Depuis 2016, le régime Talon s'est engagé dans la transformation du Bénin à travers la conception et la mise en œuvre de son programme d'action. Au niveau du cercle des leaders politiques de l'UAC, chaque secteur de réforme a fait l'objet d'études. Il est important que nous sachions d'où on est parti. Lorsque le président a pris le pouvoir, quelle a été son approche? On parle aujourd'hui du programme d'action du gouvernement. C'est le cadre référentiel qui a été élaboré pour 60 mois d'action. Et donc, à quelques 55 mois ou 50 mois, on peut déjà apprécier ce qui est fait avant de développer les progrès. Le cercle des leaders politiques de l'UAC s'est inscrit dans une démarche méthodologique et scientifique pour apprécier la gouvernance. Il constate à l'arrivée que Patrice Talon a tenu le pari des engagements pris devant le peuple. Nous avons des réformes qui attestent aujourd'hui que le Bénin a changé de visage, que le Bénin est respecté à l'étranger, que le Bénin révélé sera davantage, le Bénin célébré demain. Profitons-en pour faire de demain un succès éclatant. Une équipe qui gagne, on la reconduit tout simplement. Allons-y. Le cercle des leaders politiques de l'UAC est un creuset indépendant et autonome, composé d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de membres du personnel administratif et technique de l'UAC et d'acteurs des centres commerciaux. Il se donne à chaque fois l'occasion de se prononcer sur la mise en œuvre des politiques publiques. En Côte d'Ivoire et en images, après 10 heures de vote, place au dépouillement. Il s'agit là de l'une des phases les plus importantes du processus électoral, une étape suivie avec beaucoup d'attention par le chef de la commission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'organisation. Toujours en Côte d'Ivoire, le déroulement du vote est constaté par les observateurs électoraux sur le terrain et ceux de la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, un dispositif qui permet d'avoir des informations des bureaux de vote de façon instantanée. Dans la journée du samedi, le chef de la mission de la CEDEAO a visité le dispositif ainsi que les salles de veille électorale de plusieurs organisations de la société civile ivoirienne qui ont elles aussi observé cette élection présidentielle. Le point de la visite avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Pendant que les observateurs sont sur le terrain, d'autres experts restent en contact avec eux.
Depuis la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, grâce à ce dispositif technologique mis en place, des informations sont reçues directement des bureaux de vote, puis traitées et analysées pour une meilleure réponse. Après le tour des bureaux de vote, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO vient aux nouvelles. Sur place, une présentation lui a été faite pour lui donner une idée du point de déroulement du vote à la mi-journée ainsi que les incidents signalés. Concernant la présence des représentants des partis, pour l'ensemble des bureaux de vote que nous avons visités, nous avons une présence de 37,5% des représentants des partis au niveau des bureaux de vote. Et il n'y a que à peu près 8% parmi les bureaux de vote que nous avons visités où nous n'avons pas noté de représentants des partis politiques. Parallèlement à ce travail de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, la société civile ivoirienne se montre également très active pour le suivi du processus électoral. Le dispositif mis en place par NDI est visité par le chef de la mission. NDI est une organisation qui mérite beaucoup de félicitations. Parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sera très certainement, je le disais, je fais une requête déjà à l'endroit de NDI pour que ça soit dupliqué dans tous les autres pays. Parce que les problèmes que vous rencontrez ici, ce sont les mêmes problèmes que vous rencontrez dans nos différents pays. Et donc s'il y a des problèmes ici que vous avez rencontrés et qui sont levés dans d'autres pays, cela signifie qu'à terme, on fera des élections libres, claires et transparentes sans qu'il y ait un problème. Et c'est votre génération qui va en bénéficier. Alors là, je voudrais vous féliciter et vous encourager. N'ayez pas peur de demain. Je sais que les jeunes Africains peuvent relever le défi du développement, le défi de la conscience citoyenne même, je dirais. La mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est également rendue au siège du Conseil national des droits de l'homme qui a aussi déployé ses équipes sur le terrain, puis au quartier général de WANEP Côte d'Ivoire, qui suit les opérations de vote depuis sa salle de veille électorale avec un système d'alerte précoce. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO salue les efforts de cette organisation de la société civile. Pour lui, WANEP est un partenaire privilégié pour la CEDEAO, surtout dans le cadre de l'alerte précoce. La preuve, c'est que vous êtes déployés un peu partout sur le territoire national. Le point qu'on vient de nous faire indique que vous êtes une veille citoyenne. Nous vous encourageons, la CEDEAO vous encourage et vous dit merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil citoyen. C'est vrai que dans le cadre de l'alerte précoce, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons la formation citoyenne à faire et ce n'est pas petit. Je pense que normalement, les élections dans nos pays doivent être des moments de fête démocratique. Mais nous constatons de plus en plus que c'est des moments de violence, des moments de psychose, la peur au ventre pour tout le monde. Nous espérons que WANEP, dans nos pays respectifs, développera des modules de formation afin qu'on arrive à des élections apaisées. C'est donc dans une action concertée et une synergie d'action que la mission d'observation électorale de la CEDEAO et les organisations de la société civile ont travaillé pour s'assurer de la transparence de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Retour au pays pour parler de cette tournée du ministre des Infrastructures et des Transports, accompagné de quelques députés. Hervé Héromé est allé constater le niveau d'avancement des chantiers de construction de routes dans les départements du Mono et du Koufo. Geoffroy Messan et Florent Dou. Voici un exemple de rêve de population de zones enclavées qui peu à peu prend corps et devient une réalité. Encore quelques mois, et ce tronçon, Lokossa-DV, à Plaroué frontière Togo, sera bitumé. Nous sommes au PK0 du projet. Et visité cet après-midi du vendredi 30 octobre 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports et son staff. Ce chantier lancé le 7 février 2019 évolue. Pour l'occasion, le ministre s'est fait accompagner par les députés de la région. Nous sommes fiers donc d'accompagner cette délégation pour visiter tout ce qui se fait
dans le département, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures routières. Je suis heureux d'être de la délégation du ministre des Travaux publics et des Transports qui, aujourd'hui, fait la visite de chantier dans le Mono et le Koufo. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Moi, je suis très content de faire partie de cette délégation, non pas pour la visite des chantiers, mais pour effectivement constater l'engagement du PAG dans le pays. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Lokossa DV à Plahoué, frontière Togo, portent un linéaire de 45,450 km. Selon les statistiques présentées à la délégation, le chantier est déjà à 66% de taux d'exécution. Je voudrais dire merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qui se fait déjà en termes de développement durable. Pour une fois, nous savons que nous avons un gouvernement, nous avons un président qui a de la vision, qui est un homme de développement. Nous venons de gagner une grande loterie, le plus gros lot, c'est la route Lokossa Ouadémé DV à Plahoué frontière. C'est très important pour nous, c'est la première route du Dahomey dans le Mono. Cette route est une voie de contournement reliant Lokossa dans le Mono à Plahoué dans le Koufo. Elle traverse 4 communes, Lokossa, Dogbo, Djakotomé et Aplahoué. Le chef de l'État nous a instruit à l'effet de réaliser des infrastructures de qualité. C'est ce que nous nous attelons à faire. Vous avez apprécié la qualité de la mise en œuvre, les dispositifs de sécurité de nos chantiers et tout ça est satisfaisant. Pour nous, c'est satisfaisant et nous exhortons l'entreprise et la mission de contrôle de continuer dans cette voie. Le ministre Hervé Romain a aussi saisi cette opportunité pour faire le point de quelques grands chantiers en cours d'exécution dans les 2 départements. Nous avons récemment achevé et là maintenant nous sommes en train de faire quelques travaux confortatifs de la route comme Lokossa Dogbo. La semaine dernière encore, mes équipes techniques étaient encore sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des travaux confortatifs. Nous sommes en train de réaliser des ponts sur un certain nombre d'axes, notamment à Bopa, Didjozou. Il y a 2 ouvrages qui sont actuellement en construction. Nous allons les visiter très bientôt, bien entendu avec vous, honorable député. La finition de ces différents chantiers offrira aux populations et autres transporteurs plusieurs axes routiers praticables, ce qui contribuera au désenclavement de plusieurs localités du Mono et du Koufo. Célébration hier, 1er novembre 2020, de la fête de Toussaint, la mairie de Cotonou n'a pas dérogé à la tradition. Une délégation est descendue dans les cimetières d'Akpakpa et de PK14. Ouliat Sanoussi, Mofit Saboura. C'est la fête de Toussaint et la mairie de Cotonou descend dans les cimetières d'Akpakpa et de PK14. Elle sacrifie ainsi à la tradition de chaque 1er novembre. Il s'agit d'une fête qui invite les vivants que nous sommes à nous rappeler de tous les saints. À cette occasion, nous aménageons tous nos cimetières afin que la commémoration de nos saints se passe dans la plus grande propriété. Mais au-delà de sacrifier la tradition, nous avons 2 défis. L'exécutif en place actuellement doit relever 2 défis majeurs, c'est-à-dire courant à partir de 2021, c'est de faire en sorte de ne plus attendre la veille du Toussaint pour venir entretenir nos cimetières. Nous devons avoir des périodicités pour le faire et je peux vous dire que ce chantier est déjà enclenché afin que nos cimetières soient entretenus de façon périodique et non à la veille de Toussaint. Le deuxième défi que nous devons relever, c'est que là nous sommes au cimetière PK14 où nous finissons la tournée de ce matin, mais je peux vous dire que dans ce cimetière, nous avons 1600 tombes à réfectionner. Voilà le deuxième défi que nous devons enclencher pour que nos morts puissent être entretenus, les tombes puissent être entretenues et la mairie jouera toute sa partition à partir de maintenant. La Toussaint se célèbre la veille de la fête des défunts prévue pour ce lundi 2 novembre. Mais l'occasion est saisie pour déjà penser aux morts
et prier pour eux. À chacun et à tous, je souhaite, en mon nom propre et au nom du maire, M. Luc Setonji Atroko, une très bonne fête pour les saints et une bonne fête des morts pour le compte de demain, lundi 2 novembre 2020. L'exécutif prend l'engagement de mieux entretenir les cimetières et de ne pas attendre la veille de Toussaint pour le faire. Je pense que c'est l'élément majeur à retenir. Un engagement de la mairie de Cotonou qui permettra aux cimetières sous tutelle d'être désormais dans un état de propreté irréprochable. C'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci et très bonne journée à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir en plateau. Merci à vous, Ivry. Très bonne journée du lundi et bonne semaine de travail. Nous sommes le 2 novembre. Dans un instant, vont s'ouvrir nos discussions en plateau. Herman Aliamboussou, Akhabali Para pour les débats. Et puis, juste après, nous allons recevoir deux invités. Le premier nous vient de l'université d'Abomey Calavi. Il est doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey Calavi. Parrain donc de cette activité initiée par le cercle des leaders politiques de l'UAC pour se prononcer sur le quinquennat du président Patrice Talon. On recevra donc le professeur Roch Nyawi David en premier et par la suite nous irons du côté de la Côte d'Ivoire analyser le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, c'était samedi, en plateau, un internationaliste, Didénou Steve Coton. Merci de prendre ces différents rendez-vous. La pause pub et retour au plateau. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Vous désirez faire des études universitaires prestigieuses et préparer des licences et masters d'État en management, comptabilité, finance, audit et droit. Rejoignez ISM Adonaï au Bénin, à Cotonou, Calavi, Parakou et Porto Novo. ISM Adonaï est certifié ISO 9001. Site web www.ismadonaï.net. ISM Adonaï, la marque d'une école prestigieuse. 7h40. Merci de vous installer. Bonjour à vous, Herman Aliamboussou. Bonjour, Christophe Dalijan. Bienvenue. Merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Wahab Ali Para. Oui, dans l'actualité, on ne fait que parler de la présidentielle prochaine. Également, il est aussi question de cette marche des femmes dans plusieurs communes du Bénin. On va y revenir également dans nos échanges à plateau de ce matin. Nous sommes à moins de 6 mois de la présidentielle d'avril 2021. Au compteur,
2 grandes annonces, pour ne pas dire 3. Le premier, c'est le choix du parti Mouel Bénin qui désigne Patrice Talon comme étant son candidat pour la présidentielle de 2021. Par la suite, nous avons déjà parlé en plateau de cette annonce, la réunion secrète que le chef de l'État a eue avec des acteurs clés pour leur faire part de son intention de se représenter pour la présidentielle de 2021. Et puis, récemment, le parti Bloc républicain qui a désigné Patrice Talon comme son candidat pour la présidentielle de 2021. C'est-à-dire que sur le terrain politique et notamment du côté de la mouvance, ça bouge beaucoup. Herman Anyamboussou. Oui, du côté de la mouvance, on sent que ça bouge et ça ne peut en être autrement. Nous sommes, vous l'avez rappelé tantôt, à 6 mois de l'élection présidentielle. Avril devant se tenir en avril 2021. Et donc, ça bouge. Vous avez rappelé tantôt les différentes concertations qu'il y a eu, sans oublier aussi les appels à la candidature de Patrice Talon, des mouvements qui se sont entre-temps levés pour dire à Patrice Talon qu'il doit être candidat. Alors donc, on sent que du côté de la mouvance, ça bouge. On attend sans doute dans les prochains jours le conclave de l'Union progressiste, étant donné que le Bloc républicain a déjà désigné officiellement Patrice Talon comme étant son candidat. Seulement que du côté de l'opposition, on sent que rien ne bouge encore. On a vu professeur Joël Aïvo sur le terrain, par médias sociaux interposés. On apprend que des femmes sont acquises à sa cause, on entend que des jeunes sont acquis à sa cause. Mais du côté de l'opposition réelle, l'opposition, étant donné que Joël Aïvo n'est pas membre de parti politique, du côté de l'opposition, il faut maintenant voir de quel côté, en fait, de quelle opposition on parle. Il y a l'opposition, elle dure, qui est l'opposition constituée par les démocrates, restaurer l'espoir, mais il y a l'autre opposition qui dit déjà détenir le nombre de parrainages qu'il faut pour l'FCBE pour avoir une candidature. Donc je pense que dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que du côté de la mouvance, on sent que les choses bougent, mais au niveau de l'opposition, on est un peu à faune. L'opposition, aujourd'hui, acteur ou observateur, un peu comme la question que nous avons posée, du jeu politique? Bon, pour l'instant, on peut dire que l'opposition joue les observateurs du jeu politique, peut-être parce que nous n'avons pas le même agenda et qu'en coulisses, ils sont en train de travailler. Seulement comprendre que l'heure passe vite et plus vite on s'affiche et plus vite on se comprend mieux sur le terrain politique. Mais je voudrais, en complément de ce que vous avez dit, citer l'UDBN, qui est un parti constitué qui, lors de son université, je crois, l'université d'été, n'est-ce pas, avait annoncé sa disponibilité à accompagner Patrice Talon s'il venait à être candidat. Et donc, si Patrice Talon officialise sa candidature, on peut ajouter l'UDBN donc aux partis qui ont déjà choisi leur candidat. Donc, c'était un complément au propos que vous développez tout à l'heure, Herman Anyamboussou et vous. Maintenant, revenons à l'opposition. C'est vrai, on n'a pas senti l'opposition jusque-là dit telle personne est mon candidat, surtout dans le rang, par exemple, du parti Foscori pour un Bénin émergent qui, contrairement aux autres partis, a déjà fait un pas, pour ne pas dire de grands pas, en ce qui concerne la question du parrainage qui constitue un os à la gauche de bien de partis. FCBE a au moins 6 maires, ça lui fait déjà 6 parrains acquis pour l'instant. Même si ce n'est pas encore gagné d'avance, parce que le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent était sur ce plateau une fois à l'une des questions que je lui avais posées. Lui-même était plus ou moins méfiant, n'est-ce pas, en ce qui concerne les 6 parrains qu'ils ont. Mais on peut les mettre pour l'instant, n'est-ce pas, à l'actif du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et la démocratie, la liberté que les parrains ont désormais, n'est-ce pas, de parrainer qui ils veulent, multiplie donc les chances pour les potentiels candidats. Mais toujours est-il qu'on n'a pas encore fini de régler les questions de dissension, de fissures au sein du parti Foscori au Bénin émergent pour qu'on sache qui désormais est le candidat. Est-ce qu'on est encore dans les échanges? Il faut consulter la base pour avoir une certaine, une harmonisation, un consensus autour de la tête de qui sera le candidat. Parce qu'on apprend que, Paul Humpe veut être candidat. Pendant ce temps, il y a Théophile Yarou de l'autre côté. Bref, on sent que dans le groupe FCBE, il y a bien de personnes qui souhaitent être candidats. Donc, on n'a pas encore fini de régler ce problème.
terrain. On sent Joël Aïvo très actif sur le terrain, mais lui particulièrement... Est-ce qu'il n'a pas baissé de régime? Baissé de régime, on ne le dira pas. Peut-être parce depuis quelques semaines déjà, on ne le sent plus très actif sur le terrain. Non, peut-être parce que les consultations avaient commencé de manière chaleureuse, qu'aujourd'hui, les consultations avec les populations, les couches socio-professionnelles, n'est-ce pas, avaient commencé avec une certaine célérité qu'on le sent aujourd'hui. Peut-être il est en train de faire le point de ce qui de ces différentes tournées. Donc, Joël Aïvo a la particularité de ne pas être issu d'un parti politique de l'opposition, mais on sent que c'est quelqu'un opposé clairement et vertement à la gouvernance de Patrice Talon. Maintenant, il faut, au-delà de ceux-là qui peuvent être candidats, indépendants, dire que c'est la question de parrainage. Il ne suffit pas forcément d'être issu d'un parti politique. Joël Aïvo a tout ce qu'il faut pour être un candidat. Il faut maintenant qu'il travaille pour la question de parrainage. Au niveau de Eric Oundete, dont le parti, par exemple, n'a pas encore réglé le problème du récépissé provisoire, il peut également être candidat. Il suffira donc de travailler sur la question du parrainage et être là. Maintenant, avec Candide Azanaï, qu'on sait que c'est l'un des premiers opposés, donc les premiers opposants du régime en place, on n'a pas encore senti, au-delà de ces sorties qui consistent à attaquer le système de gouvernance de Patrice Talon, on ne l'a pas encore dit, bon, je suis candidat, je présente telle personne comme candidat, ou je veux soutenir la candidature de X et Y. Sans oublier, bien entendu, n'est-ce pas, si j'ai encore la parole pour quelques minutes, sans oublier, n'est-ce pas, lui, le FCDB de Soumano Toleba, qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas. Justement, c'est un parti de l'opposition, on rappelle, de l'opposition constructive, qu'on ne sent véritablement pas sur le terrain politique, prendre vertement position sur tel ou tel sujet lié à l'actualité nationale. Finalement, on se pose la question de savoir, est-ce un parti né pour n'exister que dans les livres? Oui, la question, vous la posez, moi aussi. Ce qui est un peu surprenant, c'est que nous soyons à 6 mois d'une élection sans une figure de proue de l'opposition. Alors même que par le passé, à quelques même déjà 1 an de l'élection présidentielle, on savait déjà qui voulait tenir tête au chef de l'État en place. C'est vrai que la surprise a été en 2006, je crois, au départ de Mathieu Kérékou, on n'a pas vu Boni y venir. Mais lui, au moins, on le voyait sur le terrain, en train de camper, alors président de la VOAD, en train de faire des visites de chantier par le Nord, en train de faire ci, de faire ça. On l'a vu au moins venir. Aujourd'hui, vous avez cité le cas de professeur Joël Aïvo, qu'on a vu avec une certaine fougue démarrer une sorte de campagne, une sorte de pré-campagne déjà sur le terrain, mais qui est aujourd'hui en train de baisser de régime, parce que je ne sais pas, Ouarabadi, il a cru savoir que c'est une manière pour lui de faire un petit point de ce qui a été fait jusque-là, mais je dis ce n'est pas le moment de faire le d'élaborer des stratégies. Je suis entièrement d'accord, mais toujours est-il que c'est le moment plus que jamais pour qu'on ait au moins une figure de pro de l'opposition, qu'on sache qui veut tenir tête à Patrice Talon, parce que justement vous avez cité, Fraternité a bien fait de nous rappeler ce matin, Eric Oundete, candidat Zanaï, professeur Aïvo, et puis Oumpe. Quand on voit un peu l'opposition qui aujourd'hui a à son actif déjà 6 maires et qui peut, avec les jeux de calcul, les jeux de négociation, obtenir les 10 autres parrainages, jusqu'à présent, on ne sait pas encore qui de FCBE pour représenter FCBE. Ce parti politique a beaucoup d'intentions. Il y a beaucoup d'intentions et c'est ça même qui risque. On parle du secrétaire exécutif national Paul Houmpoué qui aurait également des ambitions de se présenter à cette élection. Et c'est ça qui fragilise de fragiliser un peu le parti, parce que justement quand on a au sein d'une formation politique un secrétaire exécutif national qui n'a pas, un peu comme l'onction du parti, à côté de lui il y a Yarou, vous avez dit Théophile Yarou, c'est bien lui, qui également que les partisans trouvent bien à même de pouvoir représenter le parti à l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut d'abord qu'il travaille à limer ces querelles-là au sein de la formation politique. Ça leur permet tout de suite de mettre devant la population une figure qui
représente dignement les FCBE. Vous avez parlé du FCDB, ce parti qu'on n'a pas du tout vu sur le terrain, ni aux législatives, ni au communal, encore moins à la présidentielle qui s'annonce. C'est un parti qui sans doute est né, mais peut-être avec de belles intentions, mais qui, par la force des choses, s'est retrouvé peut-être en train de voir les choses autrement. Je ne sais pas si ce parti va nous surprendre pour l'élection présidentielle qui s'annonce. Alors, un mystère qui continue de planer, d'exister à quelques mois de cette élection présidentielle. On se pose la question de savoir véritablement à quand le réveil. Parce qu'il faut préparer le terrain. Non, on ne va pas dire que l'opposition dort. Non. Ça, vraiment, faut pas le croire, parce que ce qui se fait sur les réseaux sociaux, les concertations qui se font, même si ce n'est pas relayé par les médias traditionnels, n'est-ce pas, il y a un travail plus ou moins acharné qui se fait dans le rang de l'opposition. Mais ce qui est là, c'est le fait qu'on tarde à nous afficher, n'est-ce pas, le visage de celui qui va représenter l'opposition et donc faire face à Patrice Talon qu'on annonce comme candidat à la présidentielle de 2021. L'union fait la force, dit-on. Si l'opposition travaille, parce que plus l'opposition se met en rang serré, plus elle multiplie ses chances. On l'a toujours chanté, on l'a toujours on n'a jamais obtenu cela. Mais le style de l'élection actuelle, n'est-ce pas, est particulier. Si tant est qu'on veut descendre Patrice Talon, n'est-ce pas, il faut multiplier les chances. Et multiplier les chances consistera, n'est-ce pas, à s'aligner derrière un candidat de l'opposition qui sera soutenu. Si dans le rang de l'opposition, sinon dans le rang de FCBE, par exemple, on sent qu'il y a difficulté à désigner quelqu'un, le parti peut soutenir un candidat indépendant. Vous voyez, donc un travail comme ça peut se faire. Un candidat Azanaï qui, en dépit de tout, même si aujourd'hui il est fragilisé, très peu écouté que par le passé, a encore son mot à dire. Donc s'il n'est pas lui-même candidat, il peut travailler à, n'est-ce pas, désigner un candidat, sinon à accompagner et soutenir un candidat donné. Donc la question de parrainage, on peut reconnaître l'un des éléments qui ralentit un peu la fougue de l'opposition à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de préparer ces dossiers, aller déposer à la Sénat. Il n'y a que dans ces dossiers, il faut avoir le parrainage. Ce n'est pas gagné d'avance. Il faut négociation sur négociation, concertation sur concertation avant d'arriver là. Et donc, il faut un projet de société clair qui arrive à convaincre, n'est-ce pas, le potentiel parrain, de manière à ce que vous puissiez sortir avec ce sésame-là. Herman, on va finir avec vous savez, nous sommes dans un contexte un peu différent aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte où le parrainage aujourd'hui est pratiquement l'obstacle à franchir pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Sinon, j'ai fait tout à l'heure allusion à l'élection présidentielle 2006. En 2011, on savait déjà mettre Adrien Ngwedi, président du parti PRD, Abdoulaye Biotchane, qui a démissionné de la VOAD, qui est venu candidat. On connaissait Issa Salifou, président de l'UPR. Donc, c'était des leaders de partis politiques qu'on savait déjà présents sur le terrain, qui travaillaient déjà contre Bounia en 2011. Bounia de faire son carrière en 2011. Et donc, en 2016, on a pu voir ce qui s'est passé. Patrice Talon, qui déjà, le 1er octobre, a annoncé, il a dit qu'il envisage sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc, il a annoncé très toutes les couleurs, sans compter qu'autour de lui, on voyait déjà un Lionel Zissou qui était déjà là. On voyait Maître Adrien Ngwedi qui était également déjà leader de parti politique. Sauf qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des leaders de parti politique, mais qui n'ont plus, en fait, le sésame pour être candidat sans le parrainage. Alors, je comprends alors pourquoi est-ce que des OSC, dans le temps où des acteurs politiques ont travaillé à ce qu'on supprime le parrainage, parce qu'ils se disent il ne faudrait pas qu'on peut surgir et être candidat. Je pense qu'il faut qu'ils aillent très tôt, parce que je crains que le réveil soit tardif et que les populations ne prennent pas le temps et soit nuisible. Que les populations ne prennent pas le temps d'analyser les candidatures, de savoir pour qui ils veulent voter réellement pour 2021. Encore que si l'opposition pouvait se réunir autour d'une candidature, pourquoi pas? C'est un débat un peu compliqué. Ce serait l'idéal, mais c'est un peu compliqué pour cette opposition qui évolue de façon il faut dispersée. Travailler et faire des compromis, des compromissions. On est dans un univers politique. On peut faire cette expérience-là. C'est vrai que même dans la sous-région, ça n'a jamais marché. Mais nous, on peut donner
donner le son, on peut donner le top, on peut faire cette expérience-là et peut-être composer une équipe bien soudée face à Patrice Talon, si tant est qu'on est en train de chanter à travers les réseaux sociaux et autres, qu'on a une gouvernance calamiteuse et autres, qu'on fasse face à Patrice Talon avec tous les moyens légaux qu'il faut et on verra ce que dira. On vous invite ce matin à lire cette analyse du quotidien Fraternité en page 3 et c'est signé Angelo Dossumu. Et désormais, je pense qu'à partir du 11 novembre, on ne dira plus que nous sommes à 6 mois de la présidentielle du 11 avril, mais on dira que nous sommes à 5 mois de la présidentielle du 11 avril. C'est pour rappeler aux acteurs politiques que les jours évoluent et que le 11 avril se rapproche de nous à grands pas. Alors, samedi dernier, l'actualité était purement au féminin, je dirais. Les femmes, dans plusieurs communes, ont battu le macadam pour rappeler les acteurs politiques à la paix. Et dans certaines zones également, elles sont allées dire ce qu'elles pensent de la gouvernance du chef de l'État depuis 2016. D'un côté, on a senti que les gestes barrières n'ont pas été totalement respectés. De l'autre, nous avons senti des discours qui appellent quand même à l'unité, à l'unification et à la paix. Quelle appréciation faites-vous de ce mouvement féminin? D'accord. Non, il faut d'abord souligner le fait que la marche soit autorisée pour témoigner de la disponibilité du régime en place à écouter toutes les couches de l'opposition, toutes les couches sociales du pays et permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc, le fait déjà d'autoriser la marche ouvre la voie à tous ceux-là qui, d'ici et d'ailleurs, ont clamé, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas la liberté d'expression et qu'on est martyrisé, on est tout ce qu'on veut. C'est la possibilité que le gouvernement même s'offre, n'est-ce pas, à ce que les gens, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, puissent clairement s'exprimer, dire ce qu'ils pensent et que le gouvernement est d'une manière ou d'une autre à l'écoute de tous ces petits détails-là. Maintenant, les femmes ont marché réclamant une chose qui est de leur droit, parce que vous voyez, même un père de famille ne prend pas, des décisions dans sa république familiale pour que cela soit accepté facile ou bien cela soit apprécié dans le même sens par tous les membres de la famille. Ce n'est pas évident, mais c'est vrai, il y a l'influence du chef de famille qui est là, mais il y a toujours des grincements dedans dans ce qui concerne l'application de toutes ces mesures-là. Donc, on est dans une république démocratique, on est dans un pays de liberté et la marche autorisée qui a permis aux femmes de marcher librement est aussi l'expression de la démocratie, l'expression encore de la liberté que nous avons dans le pays. Maintenant, pour ce qu'il faut apprécier dans cette marche, c'est que en aucun cas on n'a senti qui que ce soit dire qu'il a été violenté. Vous voyez, donc la marche a été bien encadrée par les forces de l'ordre. Par endroit, c'est dire que les policiers sont aussi bien disponibles pour la mouvance que pour l'opposition. Pour ne pas dire la police est disponible pour accompagner tout le monde. Ça, c'est un détail. Le second détail, c'est ce qu'on réclame. Je ne pense pas que le chef de l'État ou le régime en place soit hostile à la paix. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et donc, on marche pour la paix. On va tous prier que cette paix-là soit obtenue. Ce qui est là aussi, c'est de dire que les marcheurs ou les marcheuses n'ont pas été aveugles sur ce sur quoi ils ont marché, n'est-ce pas? Les pavés et les rues asphaltées qu'ils ont traversées, ça a permis à ceux qui étaient dans les 4 murs de leur maison ou de leur quartier, qui n'ont pas l'information, de se déplacer et de voir ce qui se fait du jour au lendemain. C'est vrai que ce n'est pas mangeable, ce n'est pas qu'on le mange tout de suite, mais je pense que la voie du développement passe également par la route du développement passe par le développement de la route. Oui, Herman Parfait Animoussou. Oui, deux choses. C'est vrai, la marche a été autorisée. J'ai cru savoir à travers les réseaux sociaux que c'est une marche qui a été organisée pratiquement dans tout le Bénin, aussi bien à Cotonou que dans le nord Bénin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est juste qu'en lieu et place des femmes qui ont pu marcher,
il y a beaucoup d'hommes qui étaient de la partie. Il y a aussi des enfants. Ce sont des sympathisants. Il y a aussi, oui, je suis d'accord. Il y a aussi des enfants qui étaient de la partie. Je voudrais suggérer à ceux qui veulent marcher que la prochaine fois, ils fassent tout pour que les enfants ne fassent pas partie de ce genre de marche. Parce que justement, quand on organise une marche et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dedans, on ne sait jamais. Si jamais ça devait passer par autre chemin, les enfants vont se retrouver les premières victimes. J'ai vu beaucoup d'enfants, les images sont là, hein, si vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, des images d'enfants, surtout à Savé où des enfants, beaucoup d'enfants ont marché. Je ne crois pas savoir que la marche ait eu la même intention partout. Quand vous suivez un peu ce que certaines personnes ont dit au cours des différentes marches, c'est différent. Je voudrais que ce soit vraiment une marche pour la paix. À Cotonou, ça a été autorisé, les femmes ont marché avec tout ce que ça comporte comme autre élément à part les femmes. Toujours est-il que le message de paix, ça a été entendu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de dialogue, un dialogue inclusif qui permette à tous les acteurs politiques de pouvoir prendre part à l'élection présidentielle qui s'annonce. Mais la question que je voudrais que ces acteurs puissent expliquer à ces femmes, c'est est-ce qu'on peut, à 6 mois de l'élection présidentielle, modifier la Constitution? Il faut faire en sorte que désormais on saute le verrou du parrainage. Encore même que le parrainage, ça a été une question de tout le temps évoquée par des acteurs politiques qui aujourd'hui sont de l'opposition et qui par le passé se disaient il faut qu'on ait un parrainage. Alors pourquoi ont-ils attendu tout ce temps pour aujourd'hui vouloir qu'on arrive encore vers un dialogue? Il y a certains qui ont été invités au dialogue politique et qui l'ont voulu. Qui n'y étaient pas. Donc oui, qu'on marche pour la paix, je pense que c'est bien. Et ce qu'il faut saluer là, c'est aussi le message, j'ai suivi sur les réseaux sociaux le message du parti en gestation des démocrates, signé de son leader, qui invitait les femmes à ne pas saccager l'infrastructure, qui invitait les marcheurs ou les marcheuses à ne rien gâcher sur le parcours. Je pense que c'est un discours responsable de ma part, et il faut inviter les gens à ne pas effectivement porter atteinte aux infrastructures, sinon on pourrait assister à une sorte de confrontation entre populations qui pensent jouir de ces infrastructures et d'autres qui voudraient bien les saccager. Je pense que c'est déjà bien le message que j'ai eu du parti en gestation des démocrates, c'est un très bon message, et il faut que des leaders de cette formation politique puissent inviter régulièrement les militants ou n'importe qui veut marcher à pouvoir préserver ce qui est du développement. À faire la différence entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, mais ce qui est intéressant, c'est de souligner que cette marche est venue d'une manière ou d'une autre déjouer assez de pronostics pour ceux-là qui pensaient que l'objectif c'était de saccager les choses. On a senti, un peu comme l'a souligné Mananian Bossou, n'est-ce pas, Eric Hundete, qui invite les marcheurs, n'est-ce pas, à ne pas saccager les infrastructures. C'est d'abord qu'on reconnaît qu'il y a bien d'infrastructures qui sont en train d'être réalisées, n'est-ce pas, par le régime en place, et que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas seulement quand on est mouvancier qu'on doit jouir de ces infrastructures, c'est pour tout le monde. Par conséquent, nous tous, nous avons le devoir, n'est-ce pas, l'ultime devoir de les conserver, de les protéger et de les sécuriser. Donc ces messages, ce sont des messages de paix et autres. On a senti certes des slogans quelque peu hostiles au régime, des pancartes, n'est-ce pas, qui dénoncent des choses, des pancartes toujours hostiles au régime en place, mais c'est aussi ça, l'expression de la liberté, l'expression même d'une certaine opinion, ce qu'on mijote au fin fond de soi. On a eu l'occasion de le manifester. Maintenant, c'est souhaiter que tous ces détails ne soient pas tombés dans les oreilles de sourds. Parce que, et qu'il y ait une réponse. Une réponse voilà, que ça ait une réponse. Parce que, après tout, on ne peut, je crois dans certains des propos du chef de l'État, il a reconnu qu'ils n'ont pas la prétention de toujours avoir raison. Ça veut dire que dans la mise en application de certaines réformes, où c'est vrai, on a fermé les yeux pour foncer un peu, on a senti qu'il y a eu des grincements dedans, il y a eu plus ou moins des blessés, qu'il faut les soigner. Quand je dis blessés, pas des blessés physiques, mais c'est pour dire qu'il y a eu des mécontents par endroit, mais il faut travailler pour régler ces mécontentements-là. Il y a eu des ratés par moment, et qu'on travaille pour que cela soit corrigé par moment. Donc ces mêmes femmes qui ont marché reconnaissent que des marchés sont en train d'être construits, à l'effet de les reloger très prochainement. Oui, Herman. Oui, je pense que oui, le chef de l'État, il a dit, il n'a pas la prétention d'avoir toujours raison, mais ici nous parlons d'une élection présidentielle, à quelques 6 mois de l'élection présidentielle. C'est un grand tour. Aujourd'hui, ce que l'opposition redoute, c'est la question du parrainage. C'est comment obtenir le nom de parrainage possible, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'assurances. Lorsque vous écoutez les députés de la mouvance, par exemple, qui disent non, qui sont même prêts à parrainer
un candidat de l'opposition. Alors qu'il y a beaucoup d'assurance. Oui. J'ai lu en gauche une interview du député Okunlola qui disait que Patrice Talon n'accepterait pas d'être candidat s'il était candidat unique à l'élection présidentielle de 2020. Je pense que c'est autant d'éléments, quand vous suivez également ces assurances du président de la Sénat, Emmanuel Tchando, qui dit que tout est fait pour qu'on ait une sorte on puisse garantir l'anonymat des parrains. Je pense également aux leaders, aux députés qui vous ont dit, oui, nous allons permettre à nos collègues, à tous ceux qui veulent, de voir parrainer. Je pense que l'opposition, à mon avis, aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui peut-être explique le silence de l'opposition, peut-être qui sait, peut-être qu'elle travaille déjà dans l'ombre à gagner des parrains. Et donc, il faut qu'on aille vers ce parrainage et qu'on rassure effectivement de ce que quand on fait les démarches qu'il faut, on peut avoir le parrainage. Tout se joue dans les urnes. En fait, le parrainage n'est que l'élément qui nous empêche d'avoir des candidats qui nous offrent chacun une voiture, n'est que le sésame qui nous permet de ne pas avoir des candidats Thierry Majesty, des candidats Larry Goundoupé, des candidats qui des candidats Tillon qui ont 0,000 et quelques pourcents. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille et c'est une expérience qu'il faut vivre. Merci Herman Anyamoussou. Un troisième sujet avant de recevoir notre invité. On va parler de l'éducation en République du Bénin, la gouvernance locale également. Et avec cette rentrée scolaire, on a constaté que dans plusieurs communes du pays, il y a de ces acteurs politiques qui vont au secours des écoles, des écoliers et même de leurs enseignants en leur offrant bien de choses, du matériel, en construisant des salles de classe et autres. L'exemple de Djougou, nous avons vu le maire il y a quelques semaines se rendre à l'école urbaine centre de Djougou pour offrir des documents, des livres, les fournitures scolaires aux apprenants de cette école qui a vu passer un grand nombre de cadres en République du Bénin, dont 2 ministres d'État. Dans Cotonou également, on en voit à Lokossa et un peu partout à Khavalipara. Oui, il y a un travail qui se fait dans le rang des élus communaux, des chefs d'arrondissement et autres, un peu partout au Bénin. Vous avez cité le cas de Djougou, où le maire Malik Gomina est en activité, en action, en ce qui concerne l'éducation. Des kits scolaires ont été offerts aux apprenants. On a eu également, n'est-ce pas, cette école urbaine centre qui a vu grandir et évoluer bien de cadres du nord Bénin et même du sud, en tout cas bien de cadres de la République du Bénin qui sont en activité aujourd'hui. L'école connaît une certaine ruine à l'heure actuelle et que Malik Gomina appelle, n'est-ce pas, tout comme beaucoup de personnes appellent à ce qu'un regard bienveillant soit tourné à cet endroit. Mais dans la ville de Cotonou, il y en a qui font ce qu'ils peuvent également. Et dans le 8e arrondissement de Cotonou, vous avez le CA du 8e qui, depuis son installation, fait un travail plus ou moins remarquable. Dans la semaine, au cours de le CA Alain Baguidi, le CA du 8e, donc Alain Baguidi, qui, depuis sa prise de service, a posé des actions qui nécessitent... Je pense que vous voulez dire Alain Kossi Baguidi, parce que le débat la fois dernière, on a dit qu'il faut désormais que les prénoms endogènes soient mis en valeur. Très bien. Alain Kossi Baguidi, il est bien fier de ce prénom-là, qui ne le pose aucun problème. Donc, au cours de la semaine, n'est-ce pas, il y a eu cette rénovation de l'école primaire publique, le complexe scolaire de Bedro Médé, n'est-ce pas, avec l'appui du groupe Chagouri, un management donc du chef du 8e arrondissement, puisque le groupe Chagouri, il a travaillé un peu avec ce groupe-là au niveau de La Roche, où je crois il était directeur commercial. Donc, le management qu'il a eu, les bonnes relations qu'il a entretenues avec eux, avec le groupe, a permis, n'est-ce pas, qu'on l'accompagne aussi bien politiquement pour qu'il soit venu, en politique pour être CA. Et dans cette rénovation, les toitures ont été changées. C'est une école qui côtoie le bas-fond. C'est même ça qui touche la sensibilité humaine. Voir que l'école côtoie le bas-fond, les toitures sont ruinées. Je crois que l'école est créée depuis le lendemain des indépendances du Bénin, où un véritable problème de sécurité, de confort se pose. Donc les toitures ont été changées, les salles ont vu leurs portes
changé et sécurisé. Il y a eu une nouvelle peinture. Bref, il y a eu un nouveau visage de cet établissement-là. Et je pense que tout cela, c'est à l'actif du chef du 8e arrondissement qu'il faut saluer. Et que sans trop faire de publicité, il y a un travail remarquable qu'il fait, comme je le disais la veille, hier dimanche. Donc déjà, on a senti que dans le 8e arrondissement, toujours à Pedro Médé, il a un travail qu'il est en train de faire. Plus d'une quarantaine, une cinquantaine de camions sont venus verser de sable à l'effet d'obtenir près de 4 hectares de réaménagement, n'est-ce pas, dans ce 8e arrondissement-là, pour installer les vendeuses de tomates, d'oignons et autres, bref, les condiments et les produits vivriers, les femmes des marchés. Donc je pense que c'est un travail remarquable qui se fait à ce niveau. Oui, Ouaraba parlait du chef 8e arrondissement, Alain Kossi Alain Baguidi, et de Malik Gomina, maire de Djougou, qui, je rappelle, figure parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'UEMOA. Ça voudrait dire que ce magazine qui les a classés parmi ces personnalités-là a vu juste en faisant cela. Je pense que oui, le constat est fait aujourd'hui parce que justement nous sommes dans une année préélectorale. Une année préélectorale qui généralement, par le passé, nous offrait de voir des députés descendre sur le terrain, des acteurs politiques descendre sur le terrain pour offrir des cahiers, pour offrir des kits scolaires, pour inaugurer des puits, pour inaugurer des robinets, pour inaugurer des forages. Mais cette fois-ci, on n'en voit pas du tout. Je ne sais pas si c'est la crainte de, je sais pas, d'aller, peut-être que la Covid-19 aussi est passée par là. Je pense que c'est des actions à saluer pour le maire de Djougou qui a pu faire rénover cette école-là, parce que justement, c'est dans la marmite noire que sort la plaque toute blanche, la casa toute blanche. Je pense que c'est une bonne chose, le CA du 8e arrondissement qui travaille à reloger ses femmes, qui travaille à électrifier sa zone grâce à l'accompagnement de la mairie aussi, parce que pour qui connaît bien le 8e arrondissement, c'est une zone qui est très bien habitée. Et donc je pense que tout ce qu'il fait, ça confirme le choix, ou ça confirme son classement au rang des personnalités les plus influentes de l'UEMOA. Il faut qu'il poursuive l'œuvre parce que justement il y a beaucoup d'autres choses qui l'attendent. Vous avez parlé de la rénovation de cette école, il y a les lampadaires solaires qui ont été installés dans la ville, l'inondation également, c'est un quartier qui est vraiment qui est vraiment c'est un quartier qui vit l'inondation régulièrement. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est des efforts qu'il est en train de faire et il faut l'encourager. Parce qu'au-delà de l'inondation, il y a un travail qui se fait en ce qui concerne la propriété, l'hygiène et l'assainissement. Au-delà des femmes, des marchés pour qui on est en train de travailler, il y a un travail qui avait déjà été fait et qui a permis d'installer les vendeurs et revendeurs de charbon. C'est-à-dire que l'objectif visé à ce niveau, c'est de les reloger quelque part, de manière à ce que la saleté soit évitée, que la propreté s'installe. C'est-à-dire, vous savez désormais, quand vous venez, vous êtes installé à tel niveau, quand vous êtes intéressé par le charbon, plutôt que les camions et les vendeurs garent un peu partout pour que toute la zone soit installée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une manière indirecte d'accompagner la mairie centrale, en ce sens que les marchés qu'on est en train de créer pour les bonnes dames, pour l'approche des fêtes de fin d'année, les taxes qu'on va prélever, n'est-ce pas, permettront à la mairie centrale de poser des actions qui touchent, bien entendu, le mieux-être. Voilà, le mieux-être. Il faut inviter, parce qu'on a, je crois, 13 arrondissements dans la ville de Cotonou. On a 13 arrondissements dans la ville de Cotonou. C'est de souhaiter que tous les arrondissements ou tous les chefs des différents arrondissements puissent poser des actes comme ça qui touchent la sensibilité des populations, le bien-être des populations, à l'image donc du CA du 8e arrondissement. Et à son actif, je rappelle qu'il a réfectionné les locaux de l'arrondissement. Pour qui connaît bien l'arrondissement, il les a fait sur fonds propres, s'il vous plaît. Et donc je pense que c'est des gens quand même qui une manière d'éviter les autres chefs d'arrondissement, les maires qui sont là, à ne pas forcément attendre tout de l'État central, mais à faire en sorte que quand on vient chez eux, qu'on soit fier, qu'on soit à l'aise quand on descend dans ces locaux-là. Merci Herman, merci à vous Herman Agnambossou. Vous restez en place. On va recevoir notre premier invité de ce matin, le professeur Rankliaoui David. Il est acteur politique. On rappelle également qu'il est le doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, où les universitaires se sont retrouvés vendredi dernier pour échanger sur le quinquennat du président Patrice Talon, le diagnostic posé. Il nous dira
publiera les résultats obtenus. Wahab Kwara, merci beaucoup. Merci, Christian. Merci à partir de 7h01 pour les unes des journaux. Mesdames et messieurs, on observe la pause, le temps d'installer notre invité. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français, en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou, Bedroumende, 2e rue après le Carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Deux invités à recevoir ce matin. Le second, avec lui, il sera question de la Côte d'Ivoire, de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le pays qui est désormais dans l'attente des résultats du premier tour du scrutin. On mènera nos analyses ce matin avec Didier Steve Couton. Il est juriste et internationaliste. Mais avant, on parle politique. En République du Bénin, avec notre invité, professeur Roch Niaoui David. Bonjour. Bonjour, chers amis. Merci d'être là, doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. Je vous reçois en compagnie de Herman Parfait à Niamboussou. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez parrainé vendredi dernier à l'université d'Abomey-Calavi la conférence du cercle des leaders politiques de l'université d'Abomey-Calavi où vous êtes penché sur les actions du quinquennat du président Patrice Talon. D'abord, ma première question, que viennent chercher les universitaires dans le débat politique? Oh là, ça c'est pas une question en fait pour moi parce que c'est une évidence et quand c'est une évidence on ne la démontre pas. L'essentiel c'est ce que les universitaires peuvent apporter à la politique. Si on pose la question dans ce sens, je dirais la politique c'est la chose de tout le monde et les universités, puisque c'est le temple du savoir, les universités ont besoin donc d'apporter une pierre à la construction de ce pays sur le plan politique. Donc naturellement, les universitaires sont dans un milieu qu'ils connaissent déjà. Vous êtes dans un milieu que vous connaissez déjà et vendredi dernier, comme je le disais tantôt, vous avez échangé avec les étudiants et beaucoup d'autres acteurs sur le quinquennat du président Patrice Talon. À l'arrivée, vous trouvez que c'est un quinquennat satisfaisant? Alors, il faut d'abord mettre à l'actif du cercle des leaders politiques de l'université cette initiative. Je n'ai été qu'un parrain accompagnant l'événement, donc ils ont eu cette idée parce qu'ils se sont dit, mais il faudrait qu'on se réveille. Les universitaires sont un peu apathiques,
Quand on prend la communauté, vous avez les étudiants qui tout le temps essayent plus ou moins de réclamer plein de choses. Vous avez les enseignants qui parfois sont timorés, c'est vrai. Vous avez la communauté du personnel universitaire et puis tous ceux qui, plus ou moins, vendent quelque chose sur le campus. C'est toute une communauté. Et donc, à l'approche, je dirais, des élections présidentielles, il faudrait que chacun se prononce. Et donc, le cercle des leaders politiques de l'université a pris, n'est-ce pas, sur lui de proposer l'analyse de tout ce que le président de la République a fait depuis 4 ans et demi maintenant, et que l'on puisse se prononcer, éclairer et dire que c'est positif ou c'est négatif. Alors, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont été réalisées. C'est vrai qu'en 5 ans, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible, compte tenu de l'état de délabrement du pays, mais il y a eu beaucoup d'avancées. Et d'ailleurs, les étudiants en ont profité pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à certaines prérogatives, à certains droits qui jusque-là ne sont pas encore entièrement satisfaits. Vous avez évoqué au cours de cette conférence ce qu'on appelle les réformes de Patrice Talon, mais sur le plan politique, dans le débat politique, les réformes sont négativement perçues. Évidemment, je le disais le vendredi passé, quand on parle de réformes, ça atteint certains intérêts. Des gens se sont dit les réformes, c'est pour bousculer tout ce qui est acquis. Or, en réalité, une réforme porte en elle-même un minimum de progrès. Et c'est parce que sur le champ politique ou dans le débat politique, on perçoit négativement la notion de réforme. Les réformes ne sont pas envisagées pour détruire. Non, les réformes sont envisagées pour construire. Et jusqu'à un certain point, on va faire un bilan. Et on se dira, est-ce que dans tel domaine, on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Et ça permet de modifier. Malheureusement, sur le plan politique, dans le domaine politique, on ne voit pas le contenu des réformes en termes d'innovation, en termes de modernisation, mais c'est juste chercher la petite bête à un gouvernement qui est en place parce qu'on ne veut pas que les choses évoluent. Est-ce que vous avez fait aussi le point au niveau des réformes au plan universitaire? Au plan universitaire, nous nous sommes rendus qu'il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai que les étudiants... On en a vu et nous les avons entendus parler. Le vendredi dernier, ils se sont prononcés. Exactement. Voilà. Oui, tout n'est pas encore rose. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un effectif pléthorique au niveau de nos universités. Il faudrait qu'on arrive à dégraisser. Il faut qu'on arrive à mieux organiser l'université. Il y a parfois de la pagaille au sein même de cette communauté universitaire. Et l'État se dit, progressivement, on va éclairer, on va arranger les choses pour que tout le monde se sente dans de bonnes conditions au niveau de l'université. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que ça demande beaucoup de moyens et ces moyens, nous les connaissons, nous n'en avons pas assez encore une fois. Mais l'effort se fait, l'effort se déploie dans le sens de l'amélioration des conditions des universités, au plan des enseignants, au plan des étudiants, au plan de la communauté de façon générale. Vous êtes doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Oui, tout à fait. Est-ce que cette faculté est mieux lotie et mieux logée désormais au plan des réformes? Mieux loti, mieux logé, au plan des réformes, on se retrouve dans un ensemble. Et on ne se plaint pas dans cet ensemble. Mais on aurait bien voulu avoir quelques privilèges, quelques prérogatives exceptionnelles. Mais ce n'est pas possible parce que vous risquez de faire de la discrimination. Nous avons un effectif pléthorique au niveau de la faculté de droit, comme à la FASEG également. Et véritablement, nous nous plaignons parce qu'on ne sait pas quoi faire. On fait avec les moyens qui sont là, qui permettent quand même de dire, on avance, on avance, on avance. Vous avancez quand même. Oui, on a parlé de réforme. Vous avez dressé un bilan du quinquennat du président Patrice Talon. On sait que les réformes ont toujours fait grincer les dents. Quel est le rôle que doit jouer l'universitaire dans ce sens? Attendre que les populations montrent leur amertume face aux réformes ou les éduquer bien avant? Alors, je le disais encore une fois vendredi passé, si les universitaires restent en rade de tout cela, ce serait dommage. C'est vrai que certains collègues, notamment les enseignants, ne veulent pas venir à la politique parce qu'ils se disent cette politique, c'est quelque part perdre une partie de son âme. Oh, c'est faux, complètement faux. La politique, c'est une manière de participer à la vie publique. La politique, c'est une manière de dire, moi j'ai une idée ici,
Est-ce que l'on peut m'écouter? Est-ce que je peux proposer cette idée? Est-ce que l'on peut faire avancer les choses à tel niveau ou à tel autre? Les collègues, les universités sont toujours en retrait. Et c'est ça qui est dommage. Et quand on se plaint, on dit, ah non, ceux qui sont au niveau du gouvernement ne sont pas capables, ils sont ceci, ils sont cela. C'est parce que nous-mêmes, nos universités, nous abandonnons le chemin. Et donc, à partir de ce moment, il faudrait que l'université sache qu'elle a un rôle spécifique, particulièrement éduquer d'abord, je disais vendredi, à la réforme, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une réforme. Les gens estiment que c'est toujours pour brimer, les gens estiment que c'est toujours pour faire mal. Non, le progrès ne peut être conçu qu'à partir des réformes. Et tous les systèmes démocratiques se base sur des réformes, parce que vous ne pouvez pas venir au pouvoir et puis laisser faire comme ça, parce que vous avez un programme, vous avez un projet, et donc il faut mettre en œuvre ce projet, et ce projet passe forcément par Ne devrait-on pas donner raison aux populations ou à ceux qui pensent que les réformes aujourd'hui sont un peu douloureuses du fait que durant ce quinquennat, elles se sont enchaînées? Les réformes. C'est douloureux pour tout le monde. C'est douloureux pour vous aussi, c'est sûr et certain. Si vous arrivez à décortiquer la chose. C'est douloureux pour moi aussi. Mais c'est à ce prix que nous allons pouvoir booster les choses. C'est à ce prix que nous allons pouvoir changer les choses. Si on ne fait pas de réforme, si on ne se rend pas compte que dans un domaine déterminé, on ne peut plus continuer de cette manière, ce serait véritablement abandonner et puis constater un échec sur toute la ligne. Alors, pour vous qui êtes doyen de la faculté de droit et sciences politiques, on voit rarement des chercheurs de cette faculté-là sur le terrain nous expliquer les réformes. Est-ce que ce n'est pas finalement la FADESP qui est mise à l'index dans le fait que la population ne comprenne pas les réformes politiques? Pas forcément. Peut-être l'avantage de la FADESP, c'est parce qu'il y a des politistes, il y a des juristes. Et les réformes portent d'abord, fondamentalement, des notions de droit. À partir de ce moment, c'est la FADESP qui doit éclairer. Par rapport au contenu. Mais qui ne fait pas. Oui, parce qu'il faut mettre en place, je dirais, un groupe de travail. Il faut avoir cette volonté. Je disais tantôt que les collègues ne veulent pas allez, vous proposez, mettons-nous dans un petit mouvement pour éclairer. Oh, ça c'est la politique. Non, moi je ne veux pas parce que demain on va me critiquer, parce que on va me taxer de tel, je suis mouvancier, je suis... Non, il faudrait que la lutte des idées permette à tout le monde de participer plus ou moins au progrès, je vais dire, au développement de la nation. La conclusion, une partie de la conclusion à la conférence du cercle des leaders, je vous cite, professeur Nyawi David, hier n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui ne sera pas demain. Aujourd'hui c'est le présent et c'est pourquoi on le donne un cadeau. Profitons-en pour faire de demain un succès éclatant. Une équipe qui gagne, on la reconduit tout simplement. Allons-y. Allons-y vers quoi? On y va où là? Dites-nous. On va toujours dans le développement plus accentué, plus accru. On va vers, je dirais, ce qui est entamé aujourd'hui dans sa meilleure qualité. On va vers un lendemain meilleur en se disant ce qui a débuté en réalité, c'est ce qu'il faut continuer parce que nous sommes sur la bonne voie. Et pour moi, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va dire revenons en arrière. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des récriminations. Et c'est tout à fait normal parce que tout ne peut pas être beau. Si c'était si beau, on ne serait pas là, peut-être au paradis, je suppose. Mais à partir de ce moment, il faut avoir l'objectivité de reconnaître qu'il y a une avancée. Et si cette avancée existe, et s'il y a quelqu'un qui impulse cette avancée, je crois qu'il faut l'accompagner. Il faut continuer pour que demain, véritablement, comme je le disais, soit encore mieux qu'aujourd'hui. Pour qui connaît Roch Nyawi David, ex-conseiller municipal de Cotonou, est-ce qu'il faut plutôt délivrer ce message-là au plan politique et donc dire, Patrice Talon, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, là, 2021? Délivrer ce message, c'est à l'endroit de tout le monde. C'est à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas seulement le président de la République qui écoute tout le monde et qui essaye tant que mieux, enfin, vaille que vaille, je vais dire, de pouvoir satisfaire un peu tout ce qui se dit, tout ce que l'on réclame, etc. Le message, c'est à l'endroit de tout le monde. Le message concerne la population, le message, c'est à l'endroit des politiques aussi. Le message, c'est de dire, regardons objectivement les choses. Regardons les choses dans le sens que aujourd'hui ça a changé. Regardons dans le sens que probablement nous sommes sur la meilleure voie.
Alors, à partir de ce moment, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas construire ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas mettre les idées ensemble, même lorsqu'on est dans l'opposition, pour que notre démocratie progresse davantage? Voilà. Merci. Merci à vous, professeur Roch. David Niaoui, merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter quelques précisions sur votre lecture, la lecture des universitaires sur le quinquennat du président Patrice Talon. Très bonne journée du lundi. Merci, très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Restez en place. Merci. Le second plateau de l'invité. ESM Bénin, école supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'école supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié, et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. 31 minutes après 8 heures, nous sommes lundi 2 novembre 2020. Bonjour à vous qui nous rejoignez et merci de votre fidélité. Steve Poton, bonjour. Bonjour, cher Christian Maléja. Bienvenue. Vous suivez de très près la situation en Côte d'Ivoire, ce pays qui, le 31 octobre dernier, était aux urnes pour l'élection présidentielle. Alors, Paris gagné pour la Côte d'Ivoire après l'organisation de son scrutin. Alors, ce serait trop tôt de dire que la Côte d'Ivoire a gagné Paris. Mais ce qu'on peut constater, c'est quoi? Dès le départ, il y avait deux enjeux dans cette élection. Oui. Premier enjeu, c'est la tenue effective des élections. Et ça, c'est un défi pour le pouvoir en place, le pouvoir incarné par RHDP et Alassane Dramane Ouattara. Et le second enjeu, c'est quoi? C'est que, est-ce que le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par le regroupement des acteurs politiques de l'opposition, est-ce que ce mode va être suivi? En quelque sorte, est-ce que l'opposition réussira à empêcher la tenue des élections? Et pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que les élections, quoiqu'il y a eu quelques perturbations, les élections sont tenues et je pense quand même que les résultats seront connus d'ici là et on verra la suite. Alors, il y a eu élection, finalement, le pays n'est-il pas divisé? La Côte d'Ivoire a toujours été divisée. Il faut comprendre aussi, quand vous observez bien les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, c'est que au-delà des alliances qu'on peut hétéroclites et des alliances à la limite dont on ignore tout du fondement sérieux, c'est que les acteurs politiques ivoiriens ont toujours fonctionné sur un fond électoral ethnique. Et je pense que c'est peut-être ce système qui est arrivé à terme, parce que ce système a conduit la Côte d'Ivoire droit dans le mur et conduira la Côte d'Ivoire dans le futur droit dans le mur. Et d'ailleurs, quand vous voyez les acteurs politiques aujourd'hui qui sont regroupés, vous avez dans l'un d'autre camp les RHDP avec Alassane Dramane Ouattara qui incarne, qui en quelque sorte est le leader d'une région donnée, pour ne pas dire d'une ethnie donnée. Et même, il y a la religion qui est rentrée un peu dans l'affaire. Et quand vous voyez les autres, Laurent Gbagbo qui est du côté de l'Ouest et avec Henri Konan Bédié, Baoulé du centre et autres. Et donc, je pense que ce système politique fondé sur le fond électoral ethnique est arrivé à terme et il faut changer ce système. Et ça, le véritable problème, c'est quoi? Est-ce que les acteurs politiques qui ont encore la clé, les clés en main,
sont capables de changer ce système. Comment peut-on demander à des acteurs de changer un système qui les a enfantés, qui les a nourris et qui les a vus grandir? Et c'est là où les difficultés de toute la classe politique ivoirienne. En fait. Vous l'avez dit, l'opposition a lancé un appel à la désobéissance civile en demandant à ses militants ou à ses électeurs de ne pas aller voter, malgré ça l'élection a eu lieu. Au délai, nouvelle opposition qui dit ne plus reconnaître la légitimité de Ouattara. Finalement, l'opposition ivoirienne, est-ce que vous pensez que son appel est entendu? Alors, d'abord, le 15 septembre, sur ce même plateau, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, nous avons fait ce débat ici. Et je disais déjà que dans notre sous-région, en tout cas l'Afrique francophone occidentale, il faut qu'on commence par qu'on ait le courage d'interpeller les forces politiques de l'opposition. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence par interpeller sérieusement les forces politiques de l'opposition. Pourquoi je le dis? Parce que dans tous nos États, on a constaté que les personnes qui sont dans l'opposition ont pris le pouvoir et ont fait pire que ce qu'ils dénonçaient quand ils étaient dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, il faut commencer aussi par interpeller les forces politiques de l'opposition que nous avons actuellement dans nos États pour que demain, les personnes ne changent pas à la tête de nos États et que les mêmes, les mêmes préoccupations, surtout les mêmes comportements antidémocratiques persistent dans la gouvernance. C'est pour dire quoi? C'est pour dire l'incohérence de l'opposition politique ivoirienne ne peut qu'être constatée. Et moi, je le dis pourquoi. Je donne un exemple. Je pense en 2012 au Sénégal, Wade a révisé la Constitution qui laisse place à une nouvelle république. Il a dit qu'il va être candidat. Le mouvement Y en a marre s'est mobilisé contre sa candidature. Quand le Conseil constitutionnel a validé sa candidature, mais les forces politiques se sont mobilisées derrière Macky Sall. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections au Sénégal. Mais Wade a été battu dans les urnes. Alors, à partir du moment où le Conseil constitutionnel ivoirien a validé les listes de candidature et a retenu Ouattara comme candidat, si vous estimez que ce que le Conseil constitutionnel a fait, ce n'est pas du droit, mais laissez le Conseil constitutionnel assumer cette responsabilité historique. Ce n'est pas Ouattara qui a... Oui, mobilisez-vous, présentez un projet aux Ivoiriens et démontrez que le projet que Ouattara a, avec son troisième mandat, ce que, entre guillemets, vous avez un meilleur projet en face par rapport à ça. Et mobiliser les citoyens. Peut-être si l'opposition avait participé aux élections et a gagné, on serait en train de discuter aujourd'hui de la transparence de la vérité des résultats et non de ce que, à partir de cet instant, nous ne reconnaissons plus le pouvoir de Ouattara et Ouattara est un président illégitime. Sur la base de quoi? Est-ce que ces changements de discours des opposants ou de l'opposition ne lui portent pas bien souvent en torse? Quand on dit on ne participera pas aux élections, après on dit non, on va boycotter les élections, après on dit non, on ne reconnaîtra pas la légitimité de tel ou tel candidat élu président de la République. Est-ce que ça ne participe pas à une certaine dispersion des énergies? Au-delà de la dispersion, quand vous observez bien le regroupement des acteurs politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, vous avez, si on inclut Laurent Gbagbo dedans, même s'il n'a pas dit formellement qu'il est dans ce regroupement. Vous avez deux anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Vous avez deux anciens premiers ministres, Guillaume Soro, Pascal Afin-Guessan. Vous avez deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vous avez Mamadou Koulibaly. Donc, et vous avez d'autres personnalités, de grandes personnalités, de ministres des Affaires étrangères. Donc, on ne peut pas dire qu'on manque dans ce recrutement d'expertise politique pour comprendre que le discours qu'ils sont en train de tenir, le discours que porte ce regroupement politique ne peut pas prospérer aujourd'hui. Et sur ce plateau aussi, je disais que le premier acteur, peut-être, du jeu en Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale. Et le véritable problème pour la communauté internationale, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on a organisé des élections en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu environ 3600 morts, comme on a connu en 2010. Tu vois. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Du par le discours des acteurs politiques, on a vu, vous allez dans des villes où vous avez les Dioula qui sortent contre les BT, contre les Baoulés qui sortent. Mais ça ce n'est plus de la politique.
Ce n'est plus de la politique. On est en train de couver, si on peut s'exprimer comme ça, un génocide qui ne dit pas son nom. Est-ce que le fait pour la population de sortir pour voter malgré l'appel de l'opposition, est-ce que le fait pour Ouattara de faire en sorte que les élections présidentielles se tiennent en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut mettre ça en termes de désaveu pour l'opposition ivoirienne? Non, désaveu c'est fort, puisque l'opposition n'a pas présenté un projet et on dira que, c'est-à-dire, les populations n'ont pas adhéré à ce projet. Mais le véritable problème, c'est quoi? Les citoyens, avant d'être militants, les gens sont citoyens et ils ont leurs problèmes aussi. Et moi, je suis persuadé que les moments tragiques qu'ont vécu les Ivoiriens en 2010, de 2010 à 2011, mettons la guerre de côté, mais la crise post-électorale de 2010 à 2011, ils ont tiré beaucoup d'enseignements de cette crise. Et vous avez une nouvelle génération aujourd'hui qui ne demande qu'à vivre, qui ne veut plus rentrer dans des querelles politiciennes, aller donner sa poitrine pour un acteur politique, alors que tout le monde peut être ami de tout le monde. Mais on a vu aujourd'hui Guillaume Soro est devenu acteur de l'opposition et a dit qu'il demande pardon à Gbagbo, alors que en 2010, de 2010 à octobre 2010 à avril 2011, les jeunes donnaient leur poitrine pour ces acteurs politiques-là. Et les voir aujourd'hui se parler, ça veut dire ceux qui vont donner leur poitrine pour des acteurs politiques aujourd'hui vont voir aussi ces mêmes acteurs politiques se mettre ensemble demain. Et je suis persuadé que c'est ce que la jeunesse ivoirienne, c'est ce chemin que la jeunesse ivoirienne n'a pas souhaité prendre. Est-ce que l'opposition ivoirienne, quand elle dit qu'elle ne reconnaît plus Laurent Gbagbo, Ouattara président, est-ce qu'elle ne voit pas déjà à peu près les résultats que va proclamer la CEI? L'opposition n'a pas demandé à ses militants d'aller voter, donc l'opposition ne peut même pas dire que ne peut même pas discuter des résultats, puisque pour eux il ne devait pas y avoir élection. Ils n'ont pas réussi à empêcher. Donc Ouattara a essayé de mobiliser ses partisans qui sont sortis, je pense relativement massivement en fonction des zones pour aller voter. Mais je pense que le véritable problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes dans l'espace CEDEAO, on ne sait même pas quel pays n'a pas de problème, on va se demander, mais qui va être encore le chef de mission pour rapidement lancer, un dialogue, parce que dans tous les cas, ils ne vont pas se battre. Ils vont trouver une solution. Je suis sûr que ça va finir peut-être par un gouvernement d'union nationale, comme on a l'habitude en Afrique. Et quand même, c'est regrettable que les populations n'ont pas le choix. Et cet appel à une transition civile de l'opposition? La transition civile, ça signifie quoi? C'est pas un militaire qui est au pouvoir. Donc c'est quand il y a un militaire au pouvoir qu'on peut demander, qu'on peut appeler à une transition civile. Oui, c'est vrai, j'ai écouté, je suivais vos confrères de France 24 ce matin. Quand j'ai écouté ça, je dis, mais transition civile, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un régime militaire qui est au pouvoir pour qu'on appelle à une transition civile? Alors, tension politique, tension ethnique, un repli communautaire également en Côte d'Ivoire, tout ceci qui forme un cocktail molotov dans ce pays. Est-ce que vous prévoyez des lendemains plutôt incertains pour la Côte d'Ivoire après ce scrutin un peu tendu? Non, on peut pas souhaiter un lendemain un peu incertain pour la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je sais, c'est que la violence n'est pas une chose à essayer. Les Ivoiriens sont bien placés pour le comprendre que personne dans l'Afrique de l'Ouest, et je suis sûr qu'ils vont ils vont pas essayer la violence cette fois-ci. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que il faut qu'il y ait une refondation de la gouvernance politique en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire aussi, dans nos États, on a vu comment le grand Nigeria, qui avait l'habitude de jouer le rôle de grand frère pour tout le monde, on a vu comment le Nigeria, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, est en ébullition. La situation incertaine au Mali, le Niger qui va aborder aussi une transition après, c'est toujours difficile quand un chef d'État finit ses 2 mandats pour partir, c'est toujours difficile sa succession. Donc il y aura aussi peut-être des tensions dans ce pays. Il y a le cas guinéen qui est là avec une équation à plusieurs inconnus, on ne sait pas encore comment ça va finir. Donc ce qu'il faut peut-être refaire, c'est quoi? C'est qu'il faut voir comment remodifier les textes fondateurs de la CEDEAO pour trouver une place aux aspirations profondes et aux attentes en matière de démocratie des peuples. Parce que pratiquement aujourd'hui, ce qu'on constate dans la gouvernance politique, les peuples ne représentent plus rien pour les dirigeants. Et les peuples ne représentent plus rien. Si vous observez bien la situation en Côte d'Ivoire,
sincèrement parlant. En tout cas, moi, c'est mon avis du citoyen de la CEDEAO, c'est que je n'ai pas l'impression que les premières préoccupations des Ivoiriens sont prises en compte par ces acteurs politiques. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez depuis 30 ans 3 acteurs qui monopolisent le débat politique à eux seuls. Oui. Et qui décident de tout. Et qui distribuent leur rôle. Parce qu'on peut accuser Ouattara de 3e mandat. Oui, c'est légitime de l'accuser d'un 3e mandat. Mais il faut faire remarquer aussi, mais en face, les autres grands partis politiques aussi ne proposent pas mieux que Ouattara. Vous avez le FPI qui ne voit pas autre leader que Laurent Gbagbo. En tout cas, le seul leader aujourd'hui qui est capable de mobiliser, de fédérer tous les militants du FPI, c'est lui. Et vous avez aussi dans le PDCI que si ce n'est pas Henri Konan Bédié, mais c'est personne. Donc je pense que de plus en plus, il faut qu'on en arrive à une situation. Est-ce que finalement on ne surfe pas sur l'ignorance de la population pour parler de la CEDEAO en général? Non, ce n'est pas qu'on surfe sur l'ignorance de l'association. En tout cas, des populations. Quand vous observez les organisations régionales en Afrique, je pense que la CEDEAO est la championne. Donc, on ne peut pas jeter le bébé et l'autre bain. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un nouveau discours qui est au sein de la CEDEAO, mais la mise en œuvre de ce discours, c'est ça qui pose le problème. C'est qu'il faut passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Parce que quand vous voyez toute la bande là, de façon transversale, les populations ont les mêmes aspirations démocratiques. Et quelle est la réponse que les leaders politiques apportent à ces aspirations de nos populations? Ça, peut-être qu'il faut une conférence régionale sur la démocratie dans l'espace CEDEAO et de revoir. En dehors du Cap-Vert, du Ghana, aujourd'hui, quand vous observez notre sous-région, quel est le chef d'État maintenant qui peut aller chez l'autre et aller lui faire la morale de la démocratie ou bien de sincèrement parler? Or, ce sont ces chefs d'État qui ont le dernier mot dans l'espace CEDEAO. Ce ne sont pas les peuples, ce sont les chefs d'État qui décident. Donc, il faut peut-être qu'on réforme le Parlement de la CEDEAO et que les députés que nous envoyons là-bas soient directement élus par les populations dans chaque État et que ce Parlement soit permanent pour pouvoir voter des normes communautaires. Parce qu'on a organisé des élections au Togo cette année, il y a eu problème. En Côte d'Ivoire, il y a un problème. Au Mali, le problème est parti des élections à la publication des résultats. Toujours problème d'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, il faut qu'on s'entende sur le fait que même on peut avoir 15 mandats. Mais si on est sûr que c'est le peuple qui valide l'élection, où est le problème? Si on est sûr qu'on a un système électoral informatisé, mais non seulement ça, mais un système transparent où c'est la vérité des urnes qui est publiée. Et on assoit une démocratie sur le mérite. Et c'est celui qui mérite la confiance des peuples, c'est lui qui passe. Si le peuple décide d'accorder plus de 4 mandats à quelqu'un, c'est le peuple qui a le dernier mot en démocratie. Ça ne devrait pas poser problème. Mais le véritable problème, c'est que nous avons un système électoral sur lequel on ne peut pas compter. Et d'ailleurs, si peut-être les acteurs politiques en Côte d'Ivoire n'ont même pas trouvé la peine peut-être d'aller faire campagne, d'aller faire ci, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système électoral. Donc je pense qu'il faut peut-être passer à un second cap du débat dans notre espace CEDEAO et cesser d'envisager les problèmes au sein d'un seul État. Parce que les problèmes sont partagés et sont pratiquement les mêmes. Pareil, oui. Merci beaucoup, Steve Coton. Merci d'être passé sur ce plateau pour vos analyses sur la présidentielle en Côte d'Ivoire, le pays qui attend toujours les résultats du premier tour du scrutin. Qu'est-ce que vous voyez? Un chaos un peu comme en Guinée? Oui, ça va être un score soviétique, puisque les autres ne sont pas allés. Donc, ça va être un score soviétique. Mais on espère qu'il y aura un dialogue. D'ailleurs, ça a été les propos très, très sages de Laurent Gbagbo. Asseyons-nous, discutons. De son épouse aussi que nous avons suivi. Asseyons-nous, discutons. Et je pense que eux, quand même, c'est le passe-président, celui qui a laissé la place à Ouattara. Et je suis sûr qu'il sait ce que c'est que le dialogue. Il sait ce que c'est que... Parce qu'à la fin... Même si vous vous battez, vous allez revenir au dialogue. Donc, mieux vaut aller au dialogue et trouver des solutions
pour la Côte d'Ivoire et non des solutions pour les acteurs politiques qui se tiraillent pour des raisons que seuls eux peuvent. Merci, très bonne journée du lundi. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous allons boucler dans un instant avec la revue de presse. Narcisse Alossé a lu pour nous les journaux ce matin, la pub et puis votre revue. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Bonjour à toutes et à tous. La présidentielle de 2021 au Bénin reste au devant de l'actualité avec la question de l'identité du candidat au poste de vice-président. Et dans sa parution du jour, le quotidien matinal trouve qu'Abdoulaye Biya-Tchané a le profil idéal. Candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Biya-Tchané, un profil de vice-président, pointe le journal. Seulement, prévient mon confrère, le ministre d'État chargé du plan du développement n'est pas le seul et le dernier mot revient au futur candidat Patrice Talon, a-t-il ajouté. Si les choses se précisent pour ce qui concerne l'identité des porte-étendards de la mouvance pour la compétition électorale de 2021, c'est toujours le flou au sein de l'opposition, constate Fraternité. Candidature à la présidentielle de 2021, écrit en gros titre la publication, opposition mystère autour des prétendants. À 6 mois de l'échéance, détaille le journal, l'incertitude prend le pas sur la certitude au niveau de tous les partis politiques opposés à l'actuelle gouvernance du Bénin qui ne sont pas sûrs d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Freinés dans leurs élans par le parrainage pour les uns et le manque de notoriété pour les autres, ils sont actuellement plus observateurs qu'acteurs du jeu politique. D'ailleurs, à part la force Cori pour un Bénin émergent, qui peut se targuer d'avoir quelques 6 mairies pour entrevoir la possibilité de réunir les 16 parrainages nécessaires, mon confrère croit savoir que les autres ne peuvent que compter sur la magnanimité des 2 grands partis de la mouvance. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, Fraternité note qu'au nombre des personnalités a clairement manifesté leur intérêt à briguer la magistrature suprême et à mener une véritable bataille pour l'alternance. Il n'y a que le professeur Joël Aïvo. Et au journal de conclure que pour la présidentielle de 2021, il est difficile de pouvoir compter sur une participation qualitative de l'opposition. Une opposition dont les femmes ont marché dans les grandes villes du Bénin le week-end écoulé, informe la quasi-totalité des journaux parus ce jour. Bénin, grogne sociale, marche pacifique des femmes pour la paix, titre le quotidien La Dépêche, à sa 2 de 1. Plus loin, mes confrères trouvent qu'avec l'autorisation accordée aux manifestantes, le régime Talon confirme son attachement à la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a eu lieu le week-end écoulé, renseignent les publications. Le sujet fait d'ailleurs le gros titre du journal L'Autre Vision, qui nous informe que le scrutin s'est déroulé sous haute tension. Si le président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un 3e mandat, a confirmé la tenue de l'élection, ajoute mon confrère, l'opposition, elle, dément et exige la formation d'un gouvernement de transition. Dans la suite, ce matin, les publications nous apprennent qu'il y a désormais au Bénin de nouvelles modalités pour la remise des livrets et le paiement à bonne date des pensions de retraite. Il s'agit du paiement électronique. Une mesure qui, à en croire mes confrères, vient après l'opération de virement automatique des pensions de plus de 50 000 francs CFA. Ce qui fait dire à Libération que le gouvernement Talon innove et donne la joie au cœur des retraités. Pour la nation, ce sont des réformes qui facilitent la vie aux retraités. Le quotidien du service public nous informe en même temps que des universitaires retiennent un bilan satisfaisant du quinquennat de Patrice Talon.
Toujours dans la suite, ce matin, des chantiers de construction des stades communaux ont reçu la visite du ministre en charge des sports, renseignent les publications. Construction des nouveaux stades, écrit Nord-Sud quotidien en bas de une. Osvaldo Meki descend dans le Koufo. Le ministre des Sports est allé inspecter les travaux et en croire le quotidien Le Potentiel qui publie à sa une quelques images de la visite. Le patron des sports a prescrit le goût du beau aux entrepreneurs. Le quotidien Matin Libre lui fait une incursion au Centre national hospitalier Hubert Koutoukou Magat Cotonou et révèle en gros titre que le chemin de croix des dialysés a repris. De la santé à l'enseignement, la Haute École de Management honore ses meilleurs apprenants. Et c'est pour la 21e fois de l'histoire de cet établissement. L'information fait la 2-2-1 des quotidiens Fraternité et le Matinal. Selon mes confrères, des motos, des imprimantes et ordinateurs, des opportunités de stage, des bons de réduction de frais de scolarité et bien d'autres lots ont été remis aux meilleurs étudiants de l'année académique écoulée et aux majeurs de la promotion licence master. 21e soirée de l'excellence à l'école leader. HECM offre de gros lots à ses meilleurs étudiants, écrit Fraternité, qui consacre toute une page à l'événement avec album photo à l'appui. Pour le journal, le promoteur de l'établissement Nathan Ake poursuit son combat pour le e-learning. Soirée d'excellence, ajoute le Matinal, HECM récompense ses meilleurs étudiants. Si des parchemins ont été remis aux lauréats, de nouveaux enseignants ont prêté serment, indique le journal. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Vous comptez 4 petites minutes et puis il sonnera 9h partout au Bénin, dans ce studio également. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était votre matinale Actu Matin. On se retrouvera demain, mardi, à partir de 7h avec l'ensemble des débatteurs et des chroniqueurs en plateau. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de mois de novembre et surtout, gardez le sourire. Au revoir.